Alors bonjour à tous. Vous êtes Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller, pardon. Vous êtes victime d'une injustice. Mais cette injustice va être corrigée. Et comme j'ai, moi, beaucoup insisté pour que vous veniez, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes victime d'une injustice parce que l'avion d'Axel Kahn, dont la conférence de presse était prévue, était prévue à 11 heures, cet avion est tombé en panne au moment du décollage, grâce à Dieu, seulement avant le décollage. Et les passagers ont donc été renvoyés sur l'avion suivant, ce qui a décalé d'1 heure et demie la conférence d'Axel Kahn. Et comme c'était une grande partie du même public qui avait souhaité vous entendre et entendre Axel Kahn, d'une certaine manière, vous êtes ainsi victime. Mais le fait que beaucoup de personnes ne puissent pas vous entendre va être corrigé par l'enregistrement Internet. Et comme l'an dernier, on a eu 90 000 consultations, ça sera rattrapé. Au demeurant, vous avez un public choisi, puisque vous avez dans la salle 2 anciens ministres de l'Éducation nationale, Luc Ferry et moi-même, qui nous sommes beaucoup occupés des problèmes de lecture, et Paul Constant, prix Goncourt de l'Académie Goncourt, qui est aussi passionné par les sujets qui nous occupent. Si j'avais eu tout le public de ces journées devant moi, j'aurais dit que probablement votre contribution est une des conférences les plus importantes de ces journées. Parce que, travaillant sur l'enfance, on ne peut pas ne pas travailler sur la transmission et sur l'éducation. Et la question de la lecture est une question essentielle. Et c'est la première fois que, de manière simplement scientifique, une étude est consacrée aux conséquences des différentes approches de l'enseignement de la lecture et de l'écriture par 2 sociologues. Vous êtes sociologues l'une et l'autre, et sociologues qu'on aurait attendus dans un courant pédagogique différent, parce que vous êtes l'une et l'autre de l'école d'un de nos compatriotes les plus importants, qui est Pierre Bourdieu. C'est-à-dire, probablement aurait-on imaginé que vous soyez dans une autre sensibilité que celle que votre étude a révélée et que vous allez maintenant nous expliquer. Je dis d'autant plus que les sujets qui touchent à la découverte de la lecture sont des sujets entièrement passionnels, alors qu'ils devraient être entièrement rationnels. Et la question du signe, du son et du sens devrait être traitée de manière dépassionnée en regardant ce qui marche, et notamment ce qui marche pour ceux des enfants qui rencontrent le plus de difficultés en raison de leur origine sociale et du bain culturel dans lequel ils grandissent. Alors voilà, je vous suis très reconnaissant d'être là. Je dis à tout le public qui nous regarde au travers d'Internet que ce que vous avez fait, publier cette année, a été pour moi un moment très important de la réflexion pédagogique en France. Alors merci d'être là. Bien. C'est au poil, tout a été dit pour l'essentiel. Je vais peut-être simplement présenter un petit peu mieux nos 2 invités. Sandrine Garcia est sociologue, comme François Bayrou vient de le dire. Elle est professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne, chercheure dans un laboratoire qui s'appelle l'IREDU, qui est à Dijon. Et vous vivez plutôt en Savoie. Anne-Claudine Oller est également sociologue et elle est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne et elle est chercheuse au LIRTES. Je crois que vous êtes connus dans un train et vous avez eu l'idée, on peut dire l'intuition,
de travailler sur ce sujet, ce champ, comme disent les sociologues, qui n'avait pas été tellement traité, qui est celui de la comparaison entre les méthodes, la façon dont les méthodes sont perçues, reçues. Et c'est un travail extrêmement fouillé. Lorsqu'on le lit, on est étonné de voir on n'est pas du tout ni dans le jargon, ni dans le discours pédagogique. On est dans des réalités de terrain avec beaucoup d'interviews, beaucoup de phrases, beaucoup d'anecdotes. Et c'est absolument passionnant. C'est un vrai récit. Et donc, est-ce qu'on peut revenir, ce sera ma première question, je vais vous laisser beaucoup la parole, sur l'intuition. Pourquoi cette étude ? Qui veut répondre en premier, ou toutes les deux? Vous pouvez répondre à deux voix. Moi, tout d'abord, merci de nous avoir invités, monsieur le maire. Et je vais commencer, je vais repartir de ce que vous avez dit pour répondre à cette question. Moi, j'ai fait ma thèse avec Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, contrairement à la manière dont il a été mal perçu, n'était pas du tout un représentant de ce qu'on appelle la pensée pédagogiste. Pour moi, il n'y a pas du tout de contradiction dans le sens où... c'est plutôt sa pensée qui a été mal comprise, déformée. Il y a une personne qui s'est exprimée à propos de notre livre en disant qu'on avait renié la pensée, enfin plus particulièrement moi, puisque je suis plus âgée, que j'ai fait ma thèse avec Pierre Bourdieu, qu'on avait renié sa pensée pédagogiste. Il n'y a pas de pensée pédagogiste chez Pierre Bourdieu et on ne l'a pas du tout renié. En fait, l'idée pour moi, c'était, quand on relit Les Héritiers, d'où je suis partie, c'est la promotion de ce qu'il appelait une pédagogie rationnelle, donc qui visait à une utilisation du temps maximale, optimale, pour réduire les inégalités et donner à certains, comme vous le disiez, ce que des enfants ne trouvent pas dans leur famille. Donc pour réduire les inégalités qui sont liées à l'héritage culturel. Voilà, comme vous l'avez dit. Et du coup, cette idée, c'était... En fait, la lecture était un sujet qui était politisé. Et on le voit bien d'ailleurs dans la manière dont est reçu notre livre. Soit il n'est pas compris, il est compris comme une promotion des méthodes syllabiques et c'est considéré comme un péché dans ce cas-là par certains, soit il est considéré comme de la même manière et c'est considéré comme quelque chose de... C'est mal compris. Donc l'idée, c'était vraiment de dépolitiser le sujet, de l'aborder de manière un peu scientifique à partir d'études, ce qui est extrêmement difficile parce que c'est vraiment un sujet tabou et qu'on est toujours soupçonné quand on dit voilà, on voudrait voir si, je ne sais pas, un enseignement explicite du code, c'est plus efficace qu'un enseignement non explicite. Juste mesurer et voilà, après on en tirera les constats. Et c'est déjà très difficile d'avoir ça. C'est déjà très difficile, il faut rentrer dans les écoles, les inspections ne sont pas toujours favorables. Bon, c'est très difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Et donc on s'est dit, voilà, ce sujet, on sent qu'il y a de l'affectif, qu'il y a du politique, qu'il y a des associations dont on n'est pas proche du tout, qui vont se positionner sur, voilà, nous, on veut promouvoir la méthode syllabique, etc., etc. Et d'autres qui vont, au contraire, d'autres courants qui sont quand même assez hégémoniques, qui vont considérer que par définition, un enseignement que nous on appelle explicite du code, c'est-à-dire sans devinette et sans apprentissage par cœur de mots entiers, ceux-là vont considérer que c'est vraiment quelque chose qui mettrait les enfants en difficulté, qui les empêcherait d'apprendre à lire, qui les priverait d'accès au sens, etc. Alors qu'il y a quand même un certain nombre de travaux aujourd'hui empiriques qui montrent qu'un apprentissage explicite du code permet un accès à la compréhension. Il y a quand même une relation entre ce qu'on appelle l'affluence, la rapidité d'identification des mots, et l'accès au sens, puisque ce qu'on appelle la charge cognitive, à partir du moment où on maîtrise la technique, elle va être consacrée au sens. Donc voilà, il y avait vraiment un certain nombre de... Et donc nous, on s'est dit, ça serait intéressant d'aborder ce sujet en sociologue, justement parce que c'est abordé par des gens qui sont affectifs, qui sont trop dans l'expression de valeurs et qui défendent des visions du monde particulières, politiques, à travers cette question des méthodes. Et nous, ce qui nous intéresse, les sociologues, vous connaissez leur manie, ils sont préoccupés, obsédés par la question des inégalités, comment les réduire, comment calculer leur évolution. Voilà, et déterminisme. Et nous, ça nous intéressait d'essayer de voir sur cet objet-là, comme on peut le faire, par exemple, si on essaye de mesurer l'effet sur les inégalités des classes de niveau, on va dire, pourquoi pas le faire pour la lecture sans investissement politique. Alors déjà, sans investissement politique, déjà, la difficulté, c'était de mettre à distance tous ceux qui soit essayaient de nous dissuader parce que justement, ils avaient peur qu'on découvre des choses,
soit ceux qui essayaient de nous approprier parce qu'ils voulaient nous enrôler dans une défense d'une conception du monde plus générale qui n'est pas la nôtre, hein, qui était une petite idéalisation du passé. Alors que sur la question des méthodes de lecture, il y a beaucoup de confusion et de construction a posteriori. C'est-à-dire qu'on imagine souvent que les méthodes étaient syllabiques dans les années 70. Après, il y aurait une invasion par les méthodes globales, etc. En fait, ça ne correspond pas du tout à l'histoire. Hein. C'est pas du tout ce qui s'est passé. À l'après-guerre, les méthodes étaient ce qu'on appelait mixtes, c'est-à-dire des entrées syllabiques, des entrées syllabiques, des décompositions, analyses de mots avec un capital de syllabes qu'on allait ensuite utiliser pour identifier de nouveaux mots. Donc ces méthodes, elles étaient quand même, par rapport à ce qui s'est fait après, assez techniques. Voilà, il y avait des méthodes globales aussi, mais qui existaient, mais c'était pas les méthodes globales qu'on a trouvées après les années 70. Il y a eu plusieurs sortes de méthodes globales. C'était, on prenait des mots et on faisait on avait un capital de syllabes et on pouvait se servir de 2 syllabes connues dans un mot pour identifier une troisième syllabe. Donc il y avait une part de devinette, en effet, qui était considérée comme une forme de généralisation, d'induction. Bon, voilà. Après les années 70, ce qui s'est passé, il y a 2 choses différentes qui se sont passées. Il y a eu d'une part une appropriation de la linguistique par les professeurs des écoles normales, avec l'espoir, ce qu'on appelait la rénovation pédagogique, hein, avec l'espoir qu'en s'appuyant sur la linguistique, on allait révolutionner l'apprentissage de la lecture qui ne fonctionnait pas, hein, contrairement, qui ne fonctionnait pas du tout non plus dans les années 70. Hein. Il y avait beaucoup d'échecs, c'était géré par le redoublement à cette époque-là, mais c'était pas du tout nous, on n'a jamais dit et considéré que c'était une période idéale et qu'on souhaiterait revenir à cette époque-là. C'est pas du tout ça. Il y avait énormément d'échecs. Hein. Les travaux de Baudelot et Stablé dans l'école primaire divise sont très clairs, hein, très éloquents, et cet redoublement était vraiment socialement situé. Voilà. Donc, ce qui s'est passé après les années 70, c'est qu'on a eu l'influence de ces travaux, l'appropriation des usages de la linguistique, qui ont eu pour effet, si vous voulez, pour résumer, pour être simple, le plus simple possible, qui ont eu pour effet de dévaloriser les étapes de la lecture. On partait tout de suite du plus exigeant, on partait du modèle du lecteur adulte, de son fonctionnement, et on essayait de le plaqué sur l'enfant, sur l'élève, sur l'apprenant. Ça n'a évidemment pas fonctionné. Après, il y a une autre forme de méthode globale, mais qui était différente de celle qui était avant les années 70, qui était une méthode idéovisuelle, où ce qui était représenté par un courant précis, mais qui n'a sans doute jamais été généralisé, c'était on photographiait les mots entiers. Alors, là où ça ne fonctionne pas, et nos travaux, justement, ça a été aussi d'étudier pourquoi quelque chose... On a travaillé avec des élèves, on a fait une observation participante. C'est aussi de comprendre pourquoi, sans parti pris idéologique, quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, ce qui domine dans les méthodes sur le marché pédagogique, marché éditorial des méthodes de lecture, c'est des méthodes qui sont beaucoup plus liées à l'influence de la linguistique et de ses apports dans les années 80 que des méthodes globales. Alors, c'est des espèces de... Enfin, ce sont des supports qui mélangent différentes strates de l'histoire des techniques et qui qui associent des techniques de déchiffrage, parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même plus non plus dans les années 80 avec l'influence de ces méthodes idéovisuelles et de la linguistique pure. Hein. On est beaucoup revenu dessus. Il y a eu tout l'apport de la psychologie cognitive. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on associe du déchiffrage dès le début de l'année. Ça, c'est vrai. Hein, quand les enseignants disent mais il n'y a pas de méthode, ils ont tout à fait raison. C'est vrai, on l'a vu. Hein. Toutes les méthodes de lecture, hein, toutes aujourd'hui, comportent une part de déchiffrage explicite. Toutes. Enfin, si. Il y a toujours des parties de déchiffrage dès le départ. Simplement, simplement, ce qui est là où c'est plus difficile ce qui est plus difficile à mettre en cause, c'est que cet apprentissage explicite de syllabes coexiste avec le recours à des mots qu'on fait apprendre par cœur aux enfants, qu'on appelle des mots-outils. Et c'est intéressant de travailler avec des élèves pour comprendre aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas, parce que les enseignants disent bah oui, mais c'est utile, on ne peut pas se passer de tel mot. C'est pour faire une phrase, comment se passer de celle, de elle. Vous voyez, des mots comme ça qui sont
qui pour les enseignants sont incontournables pour faire du sens. Eh bien, ces mots-là, une partie des enfants, à 6 ans, 7 ans, après ça dépend du moment de naissance, ceux qui sont nés en fin d'année, évidemment, sont un peu moins avancés que les autres, eh bien, ils n'ont pas les capacités de mémoire pour les stocker. C'est pas... Et voilà, notre point de vue, c'est ce qu'on a constaté. C'est pas que c'est bien ou c'est mal. On comprend le raisonnement logique qui consiste à dire, ben voilà, on va mettre des mots-outils parce que... Sauf que ces élèves ne peuvent pas les stocker. Donc, que ce soit bien ou mal, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a aussi une partie des techniques qui consistent, au nom de la compréhension et du travail sur la compréhension, de confronter les élèves à des textes qui sont non déchiffrables ou non entièrement déchiffrables. Et là, nous, ce qu'on a vraiment montré, alors après, ça dépend des élèves, ça dépend de leur héritage familial, ça dépend de toutes ces choses-là, du contexte. Mais c'est pas que ça apprend pas à lire aux élèves, c'est que ça leur apprend à se tromper, ce qui est différent. Nous, on a vraiment vu, on a des descriptions dans le livre, des enfants qu'on a beaucoup de mal ensuite à rééduquer, entre guillemets, parce qu'ils ont appris à deviner. Et même quand il y a un apprentissage explicite, et ça on le montre, c'est pour ça qu'on n'est pas des promoteurs des méthodes syllabiques, on va expliquer un peu plus le dispositif, c'est que même quand on a un apprentissage à 100% explicite, et s'il y a des enseignants, ils doivent le savoir, l'élève, à un moment donné, essaye de deviner parce que la charge cognitive est trop lourde. Voilà, ça va être, je ne sais pas, on va dire... la période entre décembre et mars, il y a toujours... Ils essayent de deviner, même s'ils savent déchiffrer, même si on leur a appris de manière explicite avec 0 mot-outil, ils vont essayer, parce que c'est plus facile pour eux. Bon, ils voient le début, ils se disent, bah, tiens, ça doit être ça, pof, c'est plus facile pour eux. Ils veulent éviter l'effort. Et là, s'il y a un adulte qui les confronte, c'est ce qu'on a fait dans notre expérimentation, non, tu déchiffres, tu inventes pas, tu devines pas, parce que tu vois bien que tu te trompes à chaque fois. L'enfant va faire l'effort, et au bout d'un moment, et notre dispositif était basé sur l'entraînement, ce qui est totalement minimisé dans l'école aujourd'hui, l'entraînement, eh bien, c'est comme nous quand on fait du sport, si on court jamais, on est mauvais, on n'a pas de souffle, on n'a pas de muscles, on a des courbatures le lendemain, on est tout raide. Ben, le fait de faire ça régulièrement, sur un temps institutionnellement voué à cet effet, rend plus facile le déchiffrable, et du coup rend évitable la devinette par l'enfant, sans coût. Il va arrêter de deviner parce qu'il n'a plus intérêt à le faire, parce que c'est devenu facile. Voilà. Donc du coup, il cherche plus à tricher, il cherche plus à contourner la difficulté parce que c'est plus difficile. Et donc vraiment, c'est ça ? C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile et du coup, il gagne rien. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a aujourd'hui comme méthode, et après ça, il y a une très grande enquête qui a été menée par Roland Guagou à l'IFE, qui a fait une étude un peu sur un large échantillon de ce que font les enseignants actuellement, et on voit bien que ils ont pris un indicateur qui s'appelle le rendement c'est le rendement le rendement des méthodes en fait en termes de déchiffrage. Je ne sais plus exactement le terme, mais en fait ils calculent la part de déchiffrage, le rendement effectif des méthodes, voilà, quelque chose comme ça. Bon. Et ils prennent des supports qui sont utilisés par les enseignants et calculent qu'est-ce qui est déchiffrable, la proportion de textes déchiffrables. Et en fait, c'est intéressant parce que même dans ce qu'ils classent comme méthode syllabique, donc l'enseignement, nous on parle d'enseignement explicite parce que c'est plus précis, eh bien, il arrive à 60% seulement de textes déchiffrables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, quand on regarde ça veut dire qu'il y a une partie qui est une partie soit de devinette, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie que l'enfant sait déchiffrer, puis d'autres parties du texte qu'on demande à l'enfant voilà, formuler des hypothèses, déduire, mais c'est aussi, il y a une autre possibilité, bon alors ça il faudrait étudier, voir plus précisément, c'est que ces mots outils aujourd'hui sont utilisés dans certains supports qui se revendiquent, qui se considèrent comme syllabiques. Donc en fait c'est encore une autre génération qui est en train de se développer, c'est des méthodes syllabiques, vraiment syllabique ou avec un apprentissage il n'y a plus de devinettes, etc. Mais il y a une proportion de mots-outils dès le départ. Et du coup, on retombe dans les mêmes travers que ceux que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait appel à une mémorisation que l'enfant n'a pas. Et il y a des travaux qui ont montré que cette mémorisation
cette capacité donc à stocker dans la mémoire courte les informations, ce qui est le cas des lettres pour un lecteur, eh bien elle est corrélée à l'origine sociale. Alors on ne sait pas exactement pourquoi elle est corrélée à l'origine sociale. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de pratique plus scolaire développée dans... On ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, ça a été calculé, il y a eu des articles dessus, il y a des travaux, c'est que cette mémoire de travail, elle est plus développée dans les milieux culturellement favorisés et moins développée dans les autres. La conséquence en est que c'est pas que ce soit inefficace ou efficace dans l'absolu de procéder comme ça, ça veut dire que c'est totalement inefficace pour certains élèves et ça peut très bien fonctionner pour d'autres. Il y a des enfants qui apprennent à lire avec tout. Avec n'importe quoi, si j'ose dire. Il y a en particulier les petites filles de classe moyenne et supérieure qui sont concentrées, désireuses de bien faire dans leur métier d'élève. Elles apprennent avec tout, elles ont une mémoire, elles ont de l'attention. Donc, même avec une méthode qu'on appellerait globale, elles apprendraient, elles se débrouilleraient. Après, chez les garçons, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'éducation de genre qui fait qu'on a moins de concentration, on a un peu moins d'attention, etc. Mais bon, quand il y a du capital culturel, ça se passe bien. Ça se passe encore bien. Et ensuite, ce qui va jouer, c'est les propriétés sociales qui vont intervenir et qui vont avoir pour effet que les méthodes ont des rendements différenciés. C'est-à-dire qu'une même méthode utilisée par l'enseignant ne va pas avoir du tout les mêmes effets selon l'héritage culturel de l'enfant. C'est la raison pour laquelle, nous, c'est vraiment ce qu'on a regardé. Donc on a mis en place un dispositif qui consistait à, d'une part, un enseignement explicite du code. Et c'est pas ça, on évite le terme syllabique parce qu'en fait, il y a toutes sortes de méthodes très différentes. En particulier, se développe aujourd'hui une nouvelle forme de méthode syllabique qui ne travaille que les syllabes. Donc en fait, on voit des syllabes et finalement, il n'y a pas de texte et on ne peut pas travailler la mémorisation, on ne peut pas travailler la compréhension. Voilà. Donc, on a pris un manuel qui était choisi par les enseignants, il était déjà dans l'école, et c'est un manuel qui était... il y avait des mots-outils, mais on ne les a pas utilisés, et il y avait des petites phrases, avec de plus en plus longues, et un enseignement tout à fait explicite. Un très bon outil fait par un orthophoniste et un professeur d'école, vraiment un très très bon outil, et le fait qu'il y ait des phrases permettait très vite d'exercer l'enfant. Donc, on a fait cet enseignement explicite dans le cadre de la classe. D'autre part, on a fait passer des tests pour avoir une idée très précise du niveau des élèves et pas être juste dans le ressenti, la perception. Et on a pris les élèves les moins avancés en lecture. Il y en avait une dizaine sur 2 classes. Et ces élèves ont été exposés à un renforcement, à un entraînement de l'apprentissage du déchiffrage, entraînement qui s'est fait sur la base du décodage, donc déchiffrage, et de l'encodage, donc écriture. Et voilà, on faisait pendant 3 quarts d'heure, on a un adulte pour 3 enfants. Bon, ce qui suppose des moyens, c'est vrai, hein, on a aidé les enseignants, il y avait une enseignante spécialisée, le directeur d'école qui était entièrement déchargé a mis la main à la pâte, on voulait voir, on voulait tester, et là, il fallait bien être nous-mêmes nos propres ressources, c'était la recherche, et on a fait cet entraînement. Donc voilà, et ça c'était très important. C'est pour ça que quand les gens, des fois il y a des gens qui nous disent, qui ont dit, on a eu des interprétations parfois dans la presse, on fait la promotion du b.a.-ba. Non, c'est pas ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un dispositif beaucoup plus complexe, à mon avis beaucoup plus riche. Il n'y a d'ailleurs pas de méthode. Votre livre n'est pas une nouvelle méthode. Non, on n'a pas. Voilà, ils utilisaient un outil qui était très bien fait parce que justement, on pouvait apprendre sans mots-outils. C'était très bien fait. Est-ce que je peux vous interrompre pour vous faire part de mon étonnement à la lecture de votre livre? J'avoue que je n'avais pas jamais réalisé ça. C'est qu'il y a une très très grande liberté, pour ne pas dire un joyeux désordre, dans le choix des méthodes par les enseignants. Et ça paraît un peu curieux, les enseignants ou les écoles, parce qu'on vit dans un pays où l'enseignement du latin, du fait religieux ou de la Seconde Guerre mondiale fait l'objet de débats nationaux et de directives très importantes. Et on a l'impression, j'avais jamais réalisé ça avant de vous lire, que l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qui est finalement... c'est peut-être bien parce que ça permet des recherches, ça permet... c'est improvisé un peu. Enfin, c'est pas improvisé parce que les enseignants qui le font
le font très, très bien, très sérieusement, mais il n'y a pas vraiment de directive ou de ligne. Si. Enfin, je termine, mais je répondrai là-dessus. Oui. Le troisième aspect du dispositif, c'était d'impliquer les parents. Les mêmes élèves qu'on entraînait de manière plus intensive que les autres étaient invités par des lettres qui étaient adressées avec des explications. Hein, c'était pas du tout autoritaire, c'était vraiment du conseil. On invitait les parents à poursuivre cet entraînement en disant voilà, 15 jours d'arrêt en plein milieu de l'apprentissage de lecture, c'est pas bon, ça va se... Voilà, il faut consolider. Donc on disait, voilà, votre enfant va risque d'essayer de négocier parce qu'il est en vacances, il va pas vouloir travailler. Soyez fort, soyez ferme, on vous soutient, voilà. Vous allez imposer un quart d'heure, 10 minutes, mais il faut le faire. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment l'articulation de ces 3 éléments qui étaient décisifs. Après, on a fait aussi, il y avait un apprentissage aussi des syllabes explicites, en plus du travail phonologique habituellement réalisé par les enseignants, en maternelle, en grande section, et une poursuite au premier jusqu'à la Toussaint, avec un autre manuel un peu plus complexe pour poursuivre l'entraînement. Donc on a continué l'apprentissage du déchiffrage, ils ont continué jusqu'à la Toussaint. Et ça a permis vraiment aux élèves les plus faibles, qui étaient encore un peu à la traîne, finalement de rattraper l'écart qui les séparait des autres. Donc vraiment l'idée c'était réduire les écarts. Et ça, les enseignants ne sont pas assez encouragés à le faire. On leur donne pas forcément les billes pour le faire, alors que c'est une grande souffrance pour eux, une grande difficulté de gestion de classe d'avoir des niveaux trop hétérogènes. Et du coup, je rebondis sur ce que vous disiez sur la liberté. Non, malheureusement, ils n'ont pas tant de liberté que ça, les enseignants, parce que finalement, quand on regarde les instructions de 1903 sur lesquelles de 23, pardon, le discours qui était tenu, c'est peu importe la méthode tant que vous arrivez au résultat. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse parfois. C'est presque, il y a une espèce de sacralisation par la hiérarchie des prescriptions, de la conformité aux prescriptions, plus qu'une attention aux résultats des élèves. C'est vraiment très, très frappant. Et un enseignant aujourd'hui qui prendrait un enseignement explicite, qui adopterait nos dispositifs, par exemple, pourrait être considéré, ça dépend des inspecteurs, il y a toute une variété de pratiques, hein, comme ailleurs. Même s'il obtient des bons résultats, il est possible que la non-conformité aux prescriptions, en particulier le rôle de la littérature, etc., puisse faire que cet enseignant soit considéré comme déviant. Il n'y a pas de liberté, il y a énormément de supports, mais ces supports, ils se caractérisent. Les supports qui donnent cette impression. Oui, mais c'est faux, parce que c'est une fausse impression de liberté. Nous, on est plutôt surpris par, au contraire, la force de l'encadrement, dans le sens où soit ils ont un inspecteur qui va être pro-méthode syllabique, entre guillemets, et ça peut arriver, et auquel cas, ils vont pouvoir... soit on va leur demander de faire aussi de l'entrée par la littérature, etc., et ce qui est très difficile, c'est qu'en CP, le temps pour amener des élèves aussi parfois très éloignés de la culture scolaire à l'acquisition de la lecture fait qu'il y a des choix qui se posent dans le temps. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé que la liberté était si grande, parce qu'on a quand même fait croire aux enseignants, et on continue de leur faire croire. Enfin, on continue moins quand même, mais on leur a fait croire pendant des dizaines d'années que exposer l'élève à un texte entièrement déchiffrage allait l'empêcher de comprendre. Pas de bavardage, messieurs. Messieurs les ministres, pas de bavardage. Soyez sages. Ils sont dissipés. Soyez sages. Sinon, vous aurez un mauvais point. Ah non, mais vous avez le droit. On fera un débat après. Voilà, donc moi, je trouve qu'au contraire, il y a vraiment une attention... Un renforcement plutôt. Le temps avance très vite. Est-ce qu'il faudrait qu'Anne-Claudine Holler nous parle des résultats, oui. C'est-à-dire, et peut-être de ce que l'on peut projeter dans l'avenir, c'est-à-dire ce qui peut déboucher sur une prise de conscience un peu meilleure des difficultés de l'apprentissage. Alors, d'abord sur les résultats, une précision. Donc, dans le dispositif, nous avons parlé d'ateliers de renforcement et non de remédiation. Pour nous, c'était très important, cette différence, parce que les dispositifs de remédiation habituellement connus
mis en œuvre au sein de l'institution scolaire consiste à prendre des élèves et à les mettre en dehors de la classe pour leur faire autre chose que ce que poursuivent, que ce que font les élèves sur le temps de la classe. Donc cette autre chose, c'est à la fois d'être sur d'autres apprentissages pour rattraper leur retard, et en même temps, c'est autre chose sur les pratiques, par exemple, d'être sur ce qu'on appelle la pédagogie du détour, ou plutôt par le jeu, par le ludique, ou encore d'être sur des formes de différenciation pédagogique, mais qui en fait consiste à baisser les attendus pour les élèves. Non pas que les enseignants considèrent qu'il faille baisser les attendus en soi, mais parce qu'ils sont aussi pris dans un certain nombre d'injonctions, et on tient vraiment à préciser que notre livre n'est pas un réquisitoire contre les enseignants. On a bien conscience que chaque enseignant, comme tout professionnel, cherche à faire son travail le mieux possible, mais que les enseignants sont aussi pris dans un certain nombre d'injonctions, comme l'a dit tout à l'heure Sandrine Garcia, qui font que concrètement, en classe, c'est difficile de gérer des niveaux très hétérogènes, et que donc, pour certains élèves, on peut baisser les attendus. Donc, pour revenir sur la différence entre remédiation et renforcement, c'est que la remédiation, c'est donc c'est faire autre chose pendant le temps scolaire. Et le renforcement, c'est-à-dire que pendant ces ateliers qui ont été mis en œuvre, les élèves qui étaient pris en atelier faisaient exactement la même chose que ceux qui restaient en classe. C'est-à-dire qu'ils lisaient les mêmes pages de manuel et s'entraînaient à encoder les mêmes mots. La seule différence, qui n'est pas négligeable, c'est qu'au lieu d'être encore à 18 ou 20 élèves avec l'enseignant, ils étaient 3. Et ce qui fait que très concrètement, chaque élève pouvait lire un quart d'heure individuellement à voix haute, ce qui est quasiment impossible en classe, enfin même, c'est pas quasiment, c'est ce qui est impossible en classe, de pouvoir accorder un quart d'heure de lecture à voix haute tous les jours. Alors, bien évidemment, on a aussi conscience que ce type de dispositif, ça a demandé un certain nombre de moyens humains. Mais, par exemple, nous avons également enquêté dans une école de milieu populaire qui bénéficiait du dispositif plus de maîtres que de classe. Et c'était cet enseignant surnuméraire qui a mis en place ces ateliers de lecture. Et tous les jours, elle prenait 3-4 élèves différents, voire même 2 fois par jour, parce que comme ils avaient véritablement mis l'accent sur l'objectif de la lecture et aussi sans négliger l'apprentissage de la numération, bien sûr, mais voilà, ils prenaient beaucoup de temps sur ces apprentissages-là. Donc, prenaient les élèves et les entraînaient. Ce qui fait que comme elle le faisait tous les jours et qu'elle changeait tous les jours d'élèves, à la fin de la semaine, toute la classe avait eu un temps d'incorporation, de renforcement spécifique, où les élèves avaient donc eu un quart d'heure de lecture à voix haute et donc une demi-heure d'encodage. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça aussi que sur la question des moyens, quelque part, on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait à chaque fois 2 sociologues qui viennent dans les écoles pour donner des moyens supplémentaires aux équipes. C'est aussi possible que l'institution scolaire peut aussi mettre en œuvre des moyens, par exemple, en recourant au dispositif plus de maîtres que de classes, qui n'est pas assez distribué, bien sûr, mais en tout cas, qu'il y a des dispositifs qui peuvent exister, sur lesquels on peut s'appuyer si on y met un certain contenu pédagogique dedans. Parce qu'on a vu aussi des écoles, malheureusement, où l'enseignant surnuméraire, en fait, était le lundi matin dans une école, le lundi après-midi dans une autre, etc., etc. Et que du coup, en termes de suivi, etc., pour les élèves, de contenu même, c'était beaucoup plus saupoudré. Et du coup, en termes d'efficacité, c'était beaucoup moins important.
on tient également à préciser que cette notion d'efficacité ou de rentabilité n'est pas du tout à entendre sous un sens libéral qu'on peut entendre ou qu'on peut comprendre, entendre dans notre société. C'est véritablement de dire très concrètement, les élèves obtiennent tel résultat, donc par les petits tests qu'on a fait passer, et à la fin d'une période, ils obtiennent tel résultat, comment ils ont progressé, qui a progressé, etc. On n'est pas sur une rentabilité libérale du terme. Voilà. Alors, ce qui est important, on est obligé, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle, parce que vous en parlez assez longuement dans votre enquête, de l'échec scolaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand l'apprentissage est loupé. Et il y a des choses un peu terrifiantes. Est-ce qu'on peut savoir les résultats ? Oui, bien sûr, j'allais y venir. Alors, sur les résultats, très, très concrètement, par exemple, au début de l'enquête, avant la mise en œuvre du dispositif, donc dans une des écoles, celle notamment qui était mixte socialement, sur les 22 élèves, sur les 2 classes de CP comptant chacune 22 élèves, il y avait à chaque fois dans chaque classe 10 élèves qui étaient considérés en grande difficulté en lecture, qui avaient un PPRE, un plan personnalisé de réussite éducative. Donc ça veut dire pratiquement la moitié de la classe, ce qui est non négligeable. Quand ces élèves-là, on les a testés, du coup, à leur rentrée en CE1, il y en avait pratiquement 60% qui étaient considérés comme en difficulté ou en difficulté importante. Et par contre, l'année d'après, pour les élèves qui ont été remédiés, on voit qu'on tombe à 17%, à peu près. Alors, après, il faut aussi s'interroger sur la stabilité des résultats. La deuxième année de l'expérimentation, les résultats ont été un peu moins bons pour des raisons qui ont fait que l'équipe pédagogique avait fait des choix un petit peu différents. Par exemple, d'accompagner les élèves qui étaient un petit peu moins en difficulté dès le début de l'année, plutôt que d'accompagner dès le début de l'année ceux qui étaient véritablement en grande difficulté. Donc des petits choix comme ça qui ont fait que les résultats étaient un peu moins bons, mais on ne retombait pas à 60% d'élèves en difficulté. On a également donc comparé avec des écoles témoins qui étaient socialement comparables, c'est-à-dire donc une autre école mixte et donc l'école de milieu populaire, qui était aussi comparée avec une autre école de milieu populaire dans laquelle on n'avait pas mis en place spécifiquement le dispositif. Et donc, dans ces écoles-là, on se rend compte, par exemple, que l'école de milieu populaire, où on a mis le dispositif en place avec l'enseignant surnuméraire, en fin de CP, ce sont 10% des élèves qui sont considérés en difficulté ou difficulté importante. Dans l'école mixte socialement, où le dispositif a été mis en place, on est à 18%. Et dans l'autre école mixte socialement sans dispositif, c'est 50% des élèves. Il y a des différences énormes. Et on voit aussi que, par exemple, ce qui est très intéressant pour nous sur la lutte contre les inégalités, c'est que quelque part, l'école de milieu populaire avec le dispositif obtient de meilleurs résultats que l'école mixte socialement. Justement par rapport aux choix aussi qui ont été faits, à la fois donc, donc ils consacraient quasiment exclusivement leur temps scolaire sur les mathématiques, la lecture, et faisaient d'autres choses qui étaient dans le programme, mais ne pouvaient pas faire plein d'autres activités autres que ça. Et puis aussi, ils étaient moins dans une forme qu'on appelle en sociologie de psychologisation ou de médicalisation de l'échec scolaire.
Voilà. Et donc, ce qui permet aussi de répondre à la question, c'est que deviennent ces élèves qui sont en difficulté. Alors, on va dire que la manière dont ils sont considérés ou catégorisés dépend aussi des ressources sociales de leurs parents et du capital social et culturel de l'élève. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un exemple dans le livre de Lionel qui, en CE1, se trompe encore beaucoup en milieu de CE1 sur des mots. Et il va être considéré comme dyslexique, mais on le laisse en classe. C'est un enfant issu de classe moyenne. On pourra préciser plus tard si vous avez des questions là-dessus. Alors que d'autres élèves de milieux beaucoup plus populaires, beaucoup plus dominés, avec beaucoup moins de ressources et qui cumulent aussi des difficultés sociales, ce qui fait que parfois on peut être tenté d'expliquer la difficulté scolaire par les difficultés sociales, alors que il faut aussi s'interroger sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait d'un point de vue pédagogique. Comme le disait tout à l'heure Sandrine, en termes sur la question des méthodes, c'est que quand on recourt à une méthode non explicite, la difficulté de l'apprentissage de la lecture ne tient pas aux difficultés sociales de l'enfant. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui ne sont pas faites, il y a des choix qui sont faits, il y a des choix qui sont pas forcément pris, et pour un tas de raisons, hein, sans jeter la pierre. Et donc, ces élèves-là vont être catégorisés à la fois comme dyslexiques et plus encore vont être orientés beaucoup plus massivement vers le champ du handicap, donc vers les RASED, les CLIS, plus tard les SECPA, les ULIS, voire même d'autres secteurs. On me dit qu'il faut mettre un terme à cette rencontre, mais c'est un terme un peu formel parce qu'on peut continuer, mais il faut faire pour la vidéo et pour Internet, on est obligé de mettre un terme. Donc je vous remercie toutes les deux.